All right, good stuff. We're gonna go ahead and start it now. Hey, hello everyone. My name is Jennifer Wilson and I'm the Executive Director of Cassie and Friends. And we are excited to welcome you back. We haven't done a virtual education series in a little while, and we are really excited to get started on such an important topic. So today we're going to be talking about the jaw joint, and tips and tricks for a healthy jaw in children with juvenile arthritis. And this is a really important topic because, as we shared yesterday by email, 8 out of 10 children with JIA will likely have a TMJ joint complication. So this is a great topic to dig into. De jeunes qui risquent d'avoir un problème de l'ATM. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos commanditaires, la Société d'arthrite, Nicola Wealth Management, AbbVie, Amgen et Sobi. Ces commanditaires font en sorte que nous avons des séances de formation. Nous avons 3 500 familles qui se joignent à nous de partout du Canada pour écouter nos séances de formation. Et si vous n'arrivez pas à suivre les séances en direct, vous pouvez toujours aller sur notre site web et vous pouvez également écouter les séances précédentes. Il y a toutes sortes de sujets qui ont été abordés. Alors, nous avons des conférenciers, des patients, des spécialistes qui partagent leur expérience et nous avons aussi des conférencières et conférenciers experts.
Et si vous pensez au sport, si vous pensez au retour à l'école, s'il vous plaît, vérifiez ce qu'il en est de notre bibliothèque virtuelle. Alors, chaque séance a fait en sorte que nous avons des ressources très précieuses. Alors, on appelle ça les classroom resources. Alors, non seulement nous avons les enregistrements qui figurent, mais il y a aussi une foire aux questions et il y a toutes les réponses à ces questions et vous pouvez avoir des renseignements au sujet des questions que vous vous posez. Alors, nous avons beaucoup de bonnes ressources sur l'AGI et si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller consulter ce qu'il en est des ressources. Alors, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte de clavardage. C'était merveilleux de voir que nous avons des participants qui se sont déjà joints à nous et nous avons aussi de nouveaux participants. Alors, s'il vous plaît, euh, identifiez-vous. Nous avons 38 endroits qui sont représentés aujourd'hui. Et nous avons donc 38 villes et 4 pays qui sont représentés. Cassie et Friends a son propre Facebook. Il y a 520 membres. Alors, il s'agit soit d'un parent canadien ou un jeune ou une jeune adulte qui est atteint ou atteinte d'arthrite juvénile idiomatique. Alors, si vous voulez célébrer quelque chose d'important, par exemple, qui touche les médicaments, ou si vous voulez parler d'autre chose, vous pouvez le faire parce que cela réunit les parents et les familles qui sont atteintes par par l'arthrite juvénile idiomatique. Maintenant, les séances qui s'en viennent, notre prochain webinaire vise surtout les plus jeunes enfants, alors c'est-à-dire les enfants de 2 à 8 ans. Alors, il s'agit d'un sujet qui euh, crée quelquefois de la confusion parce que quelquefois, il y a de la rémission et puis d'autres fois, on se rend compte que les enfants continuent à avoir de la douleur. Alors, on va parler de la recherche. Alors, on va parler de l'inflammation et on va vous donner des trucs et des conseils à ce sujet-là. Il y aura un rhumatologue pédiatrique qui va vous parler ainsi qu'une physiothérapeute. Nous avons aussi des courses et marches. Nous en avons une le 18 septembre à Edmonton, ensuite London en Ontario et ensuite Windsor et Toronto. Et vous pouvez toujours vous enregistrer pour l'événement de London, Windsor et Toronto. Alors, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu ce genre d'événement. Alors, c'est merveilleux d'avoir toutes les équipes qui soient comme ça dehors et qui va participer à ces courses et des marches. Et c'est une façon d'arriver à une levée de fonds. Et également, nous avons un tout nouveau programme et nous vous invitons, si vous avez une idée, un projet ou un service qui peut faire toute une différence au sein de la collectivité, il s'agit d'un programme des jeunes des ambassadeurs et, et nous allons aussi former de jeunes mentors pour aider d'autres jeunes. Alors, si vous avez une équipe ou un jeune adulte qui veut se joindre à ce programme-là, s'il vous plaît, faites-le. Alors, si vous avez une question au cours de la séance, vous verrez qu'il y a une fonction questions-réponses. Alors, vous pouvez soumettre les questions euh, au bas de l'écran. Et ça, c'est bien parce qu'à ce moment-là, on pourra répondre à vos questions à la fin de la séance et toutes nos conférencières pourront répondre à vos questions. On va commencer tout de suite. J'aimerais présenter notre jeune conférencière qui est patiente. Alors, Emily Bessie est une bonne ambassadrice et elle nous a présenté une biographie, mais je sais qu'elle a beaucoup à dire. C'est une
dirigeante dans son domaine. C'est une étudiante accomplie. Alors, elle est à l'université Saint Thomas et puis elle est en train d'étudier la comédie musicale, les études de genre. C'est à l'université Saint Thomas à Fredericton. Et également, elle fait beaucoup de travail de bénévole, comme bénévole également. Et puis, elle a créé son propre stage au sein d'un organisme canadien. Elle a aussi une bourse qui est destinée aux jeunes qui sont intéressés par les questions liées à l'arthrite. Donc, elle va pouvoir partager son histoire. Alors, Emily, s'il vous plaît, allumez votre caméra. Je vais éteindre la mienne. À vous la parole, Emily Bessé. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Emily Bessé. Je suis de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse, mais j'habite à Fredericton, comme l'a dit Jennifer. Alors, je fais aussi une mineure en anglais, en plus de poursuivre mes études dans le domaine des études de genre et de comédie musicale. Alors, je vais parler de mon expérience avec l'arthrite juvénile idiopathique. Je vais parler aussi du diagnostic. Je vais aussi vous dire comment je me suis préparée à avoir de la chirurgie de la mâchoire. Alors, merci de nouveau de m'avoir invité à prendre la parole et j'espère que ce que j'ai à vous dire, ça va peut-être vous apporter un petit peu de tranquillité. Alors, je vais vous dire ce qu'il en est de mon diagnostic. J'ai eu le diagnostic à l'âge de 6 ans. Alors, j'avais des gonflements, j'avais de la difficulté à bouger, j'étais malade le matin et puis à la fin de la journée, je marchais normalement. Alors, je ne savais pas au juste ce qui se passait. Je pensais que je m'étais fait mal au terrain de jeu, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'avais beaucoup d'inflammation, j'avais des enflures. Alors, j'ai été voir mon médecin de famille. Il y a eu divers tests et voilà, 13 ans plus tard, j'ai toujours de l'arthrite, voilà. Et puis, à mon premier rendez-vous, ça a été quand j'avais 6 ans. Même si je n'avais rien remarqué, mon rhumatologue a vu que ma mâchoire n'était pas tout à fait normale. Et il y avait une déviation d'un côté et quand j'ouvrais la bouche, il y avait un mouvement latéral. Donc, j'ai été à euh, euh, donc à l'unité spécialisée en chirurgie buccale. Mais c'était très bizarre de me retrouver dans un hôpital pour adultes alors que j'étais petite enfant et, il y avait tout l'équipement, les chaises, tout ça, c'était beaucoup trop grand pour moi. Et il n'y avait pas d'équipement pédiatrique du tout. Alors, je devais me tenir debout sur des boîtes ou des livres pour arriver à la hauteur pour qu'on puisse faire les tests. Et puis, dans la radiographie, on m'a montré ce qu'il en était de la mâchoire, on m'a montré toutes les radiographies et puis on a vu qu'il y avait une progression de la maladie qui touchait la mâchoire. Et ensuite, on a demandé de faire une IRM de la mâchoire, mais vous savez que c'est très difficile d'avoir une bonne image de la mâchoire parce que c'est si petit. Alors, l'IRM pour une toute petite fille, c'était très long, c'était très ennuyeux, il fallait rester sans bouger. Et puis, en fait, aucun des clichés ne pouvait être utilisé. Et j'ai même perdu une dent au cours de l'IRM. Autrement dit, j'ai une journée plutôt intéressante.
Alors, plusieurs années plus tard, on se rend compte que j'ai de l'arthrite de l'ATM. D'un côté de la mâchoire, on l'a traité à des injections et ensuite, de l'autre côté de la mâchoire, on s'est rendu compte que j'avais aussi de l'arthrite. Je m'étais jamais plaint de douleur à la mâchoire, mais je pense que si on a de l'arthrite ou si on a une douleur chronique quand on est très jeune, on ne sait pas au juste quand c'est de la vraie douleur, si on veut, parce que je ne savais pas. Je pensais que ma mâchoire s'ouvrait normalement. Enfin, et tout cela représentait beaucoup de défis pour moi. Et également, ce n'est pas une articulation qui est facilement accessible à un rhumatologue. Alors, je ne peux pas dire, par exemple, ça a l'air plus ou moins inflammé. Vous savez, l'articulation est si petite, c'est tout à fait en arrière. Alors, c'est très difficile pour quelqu'un de voir ce qui se passe. L'articulation est un peu bizarre ici. Alors, j'ai été suivie par un chirurgien, mais j'ai pas eu de traitement médical, sauf les injections pour l'arthrite de la mâchoire. Et ensuite, lorsque la mâchoire arrête de croître, ensuite, on envisage une chirurgie. Et j'en suis là parce que ma mâchoire a cessé de croître. Et puis, on m'a proposé toutes sortes de solutions pour régler la douleur. On m'a dit que je ne pouvais pas mâcher de la gomme. Et moi, je pensais que j'allais casser ma mâchoire si je mâchais de la gomme. Et je croyais vraiment que mâcher de la gomme, ça allait faire éclater ma mâchoire, en tout cas. Alors, j'ai appris qu'il fallait pas que je mâche de la gomme. Voilà. Et maintenant, j'ai une conversation au sujet de l'ATM et, et je suis en période de transition. Alors, en septembre de 2022, j'ai envisagé sérieusement cette chirurgie maxillaire. Alors, je me suis répétée à la chirurgie à 3 reprises, mais en raison de la COVID, vous savez, il y avait euh, beaucoup de travail dans les hôpitaux. Alors, j'aurai une chirurgie au printemps, au mois de mai de 2023. Alors, si je peux vous donner des conseils, si vous avez l'arthrite, l'ATM, ce que j'aime dire, c'est que vous savez bien ce qu'il en est de votre propre corps. Vous connaissez les limites de votre corps. Alors, pour moi, je peux vous dire que l'arthrite a changé un petit peu mes limites. Mes limites ne sont pas les mêmes que celles d'autres. Et quelquefois, je dois me limiter et c'est important de le faire. Et c'est très important de défendre ses intérêts, de savoir ce qu'il faut dire. Et il faut continuer à apprendre à exprimer ses besoins. Donc, vous devez travailler avec votre équipe et d'essayer de trouver la solution qui vous convient le mieux. Alors, il faut trouver ce qui marche pour vous. Alors, toute maladie chronique, pas seulement la GI, ce n'est pas une solution unique en disant, voilà, ça va fonctionner, ça va pas marcher. Non, quelque chose peut très bien marcher pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut trouver ce qu'il y a de mieux pour vous et qu'est-ce qui sera le mieux dans le cas de votre traitement. Alors voilà, ça c'était mon expérience avec la GIA, pardon, l'AGI. Alors, votre expérience est peut-être très différente de la mienne. Elle demeure très valable. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole ce soir. Merci beaucoup, Emily. C'est bien apprécié. Et je regarde dans la boîte de clavardage que nous avons d'autres familles où il y a des problèmes
euh, d'ATM, d'arthrite de l'ATM. Alors, merci beaucoup, euh, Emily. Et nous sommes là pour vous appuyer, Emily, et vous appuyer aussi dans votre chirurgie qui s'en vient. Alors, je vais maintenant présenter nos autres conférencières. La docteure Marika Twill, qui est rhumatologue pédiatrique, également Julia, qui va prendre la parole ensuite. Elles sont toutes les deux à l'hôpital de Alberta's Children's Hospital. Alors, Marika Twilt est un modèle pour la communauté de Casey and Friends. Elle nous a beaucoup aidé à notre clinique. Elle a été formée aux Pays-Bas et elle s'est jointe à l'hôpital de l'Alberta en 2015. Et elle, elle est très intéressée par les maladies rhumatismales et elle est très intéressée par l'articulation temporo-mandibulaire. Également, elle sert de mentor pour la nouvelle génération de scientifiques et c'est la personne idéale pour le faire. Alors, Julia Briggs, elle est physiothérapeute pédiatrique. Elle a aussi beaucoup participé par son travail à Casey and Friends. Elle a déjà participé à des webinaires de Casey and Friends. Alors, vérifiez ce qu'il en est sur le site web et également, elle a de bons conseils si l'enfant porte un sac à dos. Alors, s'il vous plaît, allez voir ce qu'il en est sur le site web. Et également, en 2008, elle a eu un diplôme de baccalauréat en physiothérapie réadaptive médicale de l'Université de Manitoba. Je vais maintenant céder la parole à Marinka. Merci beaucoup, Jennifer. Merci de m'avoir invité. Lorsque je préparais euh, ma présentation, et je me demandais combien de temps j'ai passé à m'intéresser à l'arthrite de l'ATM. En fait, cela fait 20 ans que je m'en occupe. Alors, l'ATM pour nous est un coup terrible à la mâchoire, non seulement pour les patients, mais aussi pour les spécialistes qui ont de la difficulté à examiner cette articulation-là. Et c'est difficile de voir s'il y a quelque chose de chronique. Alors, j'aimerais savoir, je ne suis pas une radiologiste, je ne suis pas une orthodontiste, même si je m'occupe quand même du traitement et je ne suis pas une spécialiste en chirurgie buccale et maxillofaciale. Mais si vous avez ATM, évidemment, toutes ces spécialités peuvent vous aider. Alors, combien de temps savons-nous il y avoir un sous-développement de l'articulation temporomandibulaire? Il y a une étude qui a été faite dès 1890 par Diamond Berger. Et ensuite, en 1897, il y avait 3 patients qui avaient été identifiés avec cette arthrite de l'ATM. Alors, on connaît cette maladie-là depuis très longtemps, mais il y a très peu de documentation scientifique à ce sujet-là. Ce n'était pas vraiment reconnu. Pourquoi? Parce que, comme Emily l'a dit, c'est très difficile d'avoir accès à cette articulation. C'est très différent des autres articulations. Ce n'est pas comme une cheville qui est enflée. Ce n'est pas du tout la même chose, par exemple. Et maintenant, si on voit ce qu'il en est dans les banques de publications, on se rend compte qu'il y a quand même 5000 publications qui touchent l'arthrite de l'ATM. Donc, au cours des 22 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès. Alors, qu'est-ce qui est si différent dans le cas de l'articulation temporo-maxillaire? C'est la seule articulation qui ne peut pas
bouger de façon indépendante. On ne peut pas bouger le côté droit sans bouger le côté gauche. Et ce n'est pas recommandé de le faire. Et c'est une articulation qui euh, euh, cause des problèmes et cela ne dépend pas de l'arthrite. Alors, beaucoup de jeunes gens se plaignent de claquements et évidemment, c'est encore plus difficile de voir s'il en est ce qu'il en est et si c'est vraiment de l'arthrite quand il y a des claquements. Également, il y a une charge mécanique supérieure à toute autre articulation. Alors, si on mâche de la gomme, et personne ne devrait mâcher de la gomme, pas seulement Émilie, et ce n'est pas très bon. Et c'est aussi une articulation qui est très sollicitée. C'est la plus sollicitée dans tout notre organisme. On la sollicite plus de 2000 fois par jour. Et ensuite, ce qui caractérise l'ATM, et on ne trouve pas ça dans le cas d'autres articulations, c'est que ça se situe directement sous la tête de condyle, dans le cas des genoux ou de la partie inférieure, et c'est plus bas dans l'os. Alors, s'il y a une inflammation de la synovie, c'est tout près à ce moment-là. Et on voit aussi des anomalies dans ce cas-là de l'ATM. Et on ne voit pas ça dans le cas d'autres articulations. Et maintenant, il y a des études qui montrent qu'il y a une régénération condylienne. Autrement dit, s'il y a une lésion, ça peut disparaître et ça peut devenir normal. Alors, cela dépend évidemment de la sévérité de la lésion. Et on pensait pendant très longtemps que cette régénération serait impossible. Et qui est atteint par l'arthrite de l'ATM? Alors, qui pourra l'avoir? On ne peut pas prévoir. Alors, dans la documentation, on voit des chiffres qui se situent entre 17 et 87 des patients d'AGI qui risquent d'avoir de l'arthrite de l'ATM. Ah, donc, il y a des radiographies qui sont utilisées par les dentistes et puis cela ne montre que des lésions et rien d'autre. Donc, et il y a très peu de patients qui auront donc une radiographie qui montrera des cas d'arthrite, même si long. Alors, tous les sous-types peuvent être affectés et la plupart des patients sont asymptomatiques. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout un écart entre 17 et 87. Alors, si vous avez un certain sous-type, vous êtes protégé. Alors, si vous avez, par exemple, certains pourcentages, il y a moins de risques d'être atteint. M- Mais pas tous les sous-types sont protégés. Et malheureusement, comme Emily l'a dit, alors il y a des lésions qui existent déjà avant même que vous ayez des symptômes. Et également, il y a de la microgniacie et de la rétrogniacie. Alors, microgniacie, par exemple, vous avez le montant qui est fuyant à ce moment-là, mais cela dépend si les deux côtés ou non sont affectés, parce que à ce moment-là, il peut y avoir une déviation. Site because the affected site is where the condyle is Parce que shortened. c'est là où le condyle est montré, donc la mandibule est plus petite, c'est-à-dire que c'est pas aussi grand que l'autre côté. Alors vous imaginez que si vous ouvrez les deux côtés, vous allez voir qu'il y aura, vous allez pencher au côté plus petit. Alors ici, avec le garçon,
il a ce côté à gauche qui est touché. Et c'est pour ça qu'il y a une déviation de la mâchoire vers le côté gauche. Ici à gauche, vous avez les deux côtés qui sont touchés. Et c'est là où vous voyez donc une réduction de la pente. Alors, l'examination clinique, c'est une des premières choses que nous pouvons faire. Et ce que nous faisons, alors, nous examinons cette microdactylie ou la rétronacnie. Et alors, en bas, cette image ici, vous allez voir que la madame semble être normale, mais de l'avant, vous allez voir que c'est asymétrique et donc il y a une mandibule plus courte du côté à gauche. Alors, l'examination à bouche ouverte, ça c'est très important aussi parce que des fois, on a l'impression qu'on est symétrique une fois que la bouche est fermée, mais une fois qu'on ouvre la bouche, on voit une déviation d'un côté ou de l'autre. Il y a des personnes qui ouvrent la bouche avec en forme de S, alors on a l'impression qu'il y a une déviation, mais il n'y a pas, il se peut qu'il y a des problèmes de disque, mais des fois, quand on ouvre la bouche toute grande et c'est toujours asymétrique, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, il faut le faire quelques fois parce que quand on ouvre la bouche seulement une fois, peut-être il y a des interférences avec les disques, mais il faut le faire à plusieurs reprises. Alors, il y a un groupe qui examinait l'ATM. Et écoutez, bon, moi, je voulais toujours travailler avec ce domaine quand je suis venu en Amérique du Nord. Alors, il y a des radiologues, des chirurgiens maxillofaciaux et d'autres professionnels comme les dentistes qui travaillent dans ce domaine de l'ATM et dans l'examination de l'articulation. Alors, ils ont fait de leur mieux d'identifier quelle examination clinique devrait être faite pour les gens qui souffrent de l'arthrite, parce qu'on ne l'enseigne pas à l'école médicale. On l'enseigne pour les dentistes et les autres, mais les rhumatologues ne sont pas enseignés. Alors, comme j'ai dit avant, il n'y avait pas de littérature, c'est pour cela. Et c'était une articulation qui n'a pas été beaucoup reconnue. Alors maintenant, tout le monde devrait avoir une examination de la mâchoire quand on vient aux cliniques. Alors, qu'est-ce qu'on examine quand on ouvre la bouche? Alors, l'ouverture de la bouche, c'est une des choses que nous croyons que c'est le symbole ou le signe qui nous donne une idée de ce qui se passe dans l'articulation. Alors, on peut mesurer l'ouverture avec une règle ou avec un instrument spécifique, Therabit. Et donc, il faut le faire non seulement une fois, mais chaque fois qu'on se présente devant le professionnel. Alors, comme ça, on peut voir s'il y a des changements dans l'ouverture. Il n'y a pas tous les patients qui ont cette même ampleur de l'ouverture. Alors, peut-être il y a un enfant de 3 ans qui est à est à 35 mm ou quelqu'un d'autre de 45 mm. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas reconnaître donc là un chiffre spécifique. Alors, nous recommandons donc des suivis longitudinaux de l'ouverture de la bouche. Dans quelques pays, ils ont un système de soins de santé fantastique, comme en Suisse. Chaque année, on a des professionnels qui se rendent pour voir les étudiants. Alors, eux, ils ont pu organiser ces graphiques d'ouverture de bouche. Alors, à 4 ans, ils vont dire que vous devrez être ici par rapport à l'ouverture de la bouche, mais voilà la fourchette habituelle d'après les enfants à l'école. Et à 17 ans, bon, ça augmente parce que quand on vieillit, l'ouverture de la bouche agrandit. Alors, on voit que les garçons ont habituellement une ouverture beaucoup plus grande que les filles. C'est pour ça qu'ils l'ont donc divisé ça pour les garçons et les filles. Alors, cela nous aide aussi pour quand on se présente devant un rhumatologue. Alors, l'examination clinique elle comprend également la palpation. Alors, ça, c'est une articulation très difficile, comme on vient de dire. Alors, parce qu'une partie se trouve à l'intérieur de la bouche, qui est très difficile à examiner. Mais si vous mettez les doigts vers vos oreilles, vous ouvrez la bouche, vous pouvez en fait voir que vous pouvez ressentir l'articulation. Alors, il faut donc palper pour voir s'il y a un cliquement, claquement, crépitation, et aussi pour voir s'il y a donc une
un mouvement. Alors, il faut donc voir la rotation et pour voir s'il y a une translation. Et vous allez voir si donc l'os est, on peut ressentir l'os. Et c'est pour ça le médecin nous demande toujours d'enlever le masque pour ouvrir la bouche quand on se présente devant le médecin. Et aussi, on peut ausculter avec nos instruments, mais vous pouvez aussi nous dire si vous avez des crépitations quand vous ouvrez la bouche. Alors, les claquements, bon, ça c'est habituel, mais ça peut donc nous montrer qu'il y a des problèmes si c'est quelque chose qui se passe souvent. Malheureusement, les symptômes cliniques sont très rares et non fiables. Alors, beaucoup de recherches a été faite pour voir s'il y a quoi que ce soit qui peut être fait pour nous aider. Alors, la douleur avec l'ouverture de la bouche ou en mâchant, bon, ça, c'est pas un bon signe, mais si ça existe, il se peut que vous allez souffrir de l'arthrite, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est spécifique pour repérer le problème. La douleur est habituellement pas là pour les jeunes. Ils n'ont habituellement pas de douleur d'ATM. Et pour ceux qui sont plus vieux, c'est seulement présent entre 14 et 20 d'entre eux. Alors, l'ouverture de la bouche, c'est probablement le meilleur signe pour examiner pour voir s'il y a des problèmes. Translation, ça aussi, et aussi les crépitations de l'ATM. Des fois, ça nous montre qu'il y a un problème, et aussi la question de l'asymétrie. Et aussi des anormalités de croissance, ça c'est une chose qu'on ne peut pas forcément visiblement voir. Alors, l'imagerie. Alors, ce qu'on fait habituellement, c'est l'IRM. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne le plus? Mais nous avons d'autres types d'imagerie. Par exemple, des radiographes, des céphalogrammes, orthophontomogrammes, comme on fait chez les dentistes, et aussi les tomodensitométries. Ça, c'est bien pour examiner les changements de densité des os. Alors, c'est parce que les faisceaux coniques nous aident à planifier les chirurgies, parce qu'on peut voir en 3D exactement ce qui se passe à l'intérieur. Malheureusement, ça ne montre rien sur l'inflammation aiguë. Alors, ça ne nous aide pas en tant que rhumatologue de dire, voilà, il y a toujours quelque chose à traiter parce qu'il y a peut-être des endommagements, même s'il n'y a pas d'inflation. Il se peut que vous n'aurez pas besoin d'autres traitements. Mais si vous avez une inflammation active, il se peut que vous aurez besoin de traitements spécifiques. Alors, échographie, ça aussi, c'est très bien pour d'autres articulations, mais pas pour l'ATM, parce que l'ATM se trouve à l'intérieur et on peut seulement voir à la partie latérale de l'ATM et c'est rond. Alors, il y a toute cette partie à l'intérieur. Il y a deux éléments aussi à cause des tissus. Et on peut voir une inflammation aiguë, certainement. On peut voir des changements dans l'os. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très fiable. Tout dépend de qui fait l'échographie. Et en fait, c'est mieux d'avoir la même personne qui le fait à chaque fois. Alors, l'IRM, c'est la meilleure façon de le faire. Ça nous montre l'inflammation aiguë, ça nous montre les changements squelettal et ça nous montre si les disques sont dans les bonnes positions ou non. Malheureusement, avec l'IRM, comme on a entendu d'Émilie, ça prend beaucoup de temps de le faire et c'est problématique quand on est jeune. Et en plus, c'est plus cher que les autres tests. Alors, il faut aussi donc endormir le patient parce que ça prend tellement de temps. Et aussi, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour utiliser l'IRM, mais vu que vous devez voir tellement des parties de l'articulation, très difficile de faire l'IRM rapide. Alors, nous essayons toujours de voir si nous pourrions en tirer des résultats. Que voyons-nous avec l'IRM? Nous voyons des changements aigus et des améliorations synoviales. Et c'est quoi? Ça veut dire ça, c'est les tissus qui entourent les os. Et aussi, ça se trouve tout près du condyle et de l'ATM. Et on voit que ça a donc éclairé la zone. Tout le monde a cette liquide synovite qui nous aide à bouger l'articulation. Panus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquide. Et ensuite, nous avons aussi la question de l'œdème. Alors, le condyle est des fois très plat,
Il y a aussi ensuite des érosions quand il y a des anomalies des disques et aussi des malformations des os. Et des fois, ça nous empêche d'ouvrir la bouche. Alors, les brosses. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui portent des brosses. Alors, qu'est-ce qu'il faut quand on fait avoir des imageries? Alors, avec ces nouvelles appareils, il y a moins d'interférences. Des fois, on a des interférences, mais l'appareil en acier inoxydable n'est pas problématique. Il y a aussi Invisalign, c'est un autre appareil qu'on peut enlever pour faire l'imagerie. Alors, il faut tout simplement le dire à l'orthodontiste que vous avez un problème, vous avez l'ATM par exemple. Comme ça, on peut prendre en compte du fait qu'on devrait faire attention qu'il pourrait y avoir une interférence. Traitement. Il y a plusieurs options. Nous pouvons faire cela de façon locale. On peut injecter, comme il a dit, des injections corticostéroïdes. On peut injecter également infliximab, c'est-à-dire on met cet liquide à l'intérieur, on l'enlève, on le remet, espère enlever les éléments inflammatoires des fluides synoviales, ou on peut faire aussi des médicaments qu'on utilise comme pour d'autres articulations comme Hemera, par exemple, et aussi du côté mécanique, on peut donc avoir des attelles qui sont faits par des orthodontistes, des dentistes, physiothérapeutes ou par chirurgie, comme on a entendu discuter par Emily. Alors, qu'en est-il des injections? Auparavant, il y a 10 ans, c'était une chose qu'on utilisait souvent. Ça fonctionnait très bien. Il y a moins de douleur, il y a moins d'inflammation. La plupart des enfants peuvent mieux ouvrir la bouche après les injections. Malheureusement, on voit que les résultats ne durent pas longtemps. Alors, après quelques mois, l'effet était parti, mais ça ne change pas les changements chroniques. Alors, nous voyons ce qui se passe à long terme. Au début, on a fait des études dans les lapins, dans des souris. Et aussi maintenant, nous avons fait des études sur des hommes qu'il y a une interférence avec la mandibule et la croissance quand on utilise ces injections. Euh, c'est à cause du fait que cette plaque est superficielle et si jamais il y a une interférence à cause de l'inflammation, les stéroïdes peuvent vous causer plus de problèmes. Des autres complications, il y a l'atrophie de la peau. Alors, il y a des patients qui ont comme un fossé et la peau est moins épaisse dans cette zone à cause du médicament qui a été mis sur la peau. Et il y a d'autres patients qui souffrent de calcification et des changements dans la formation des os après les injections. Alors, ça s'est vu après plusieurs injections. Alors, il y a une approche internationale qui a changé avec le temps. Ce qu'on fait maintenant, nous ne recommandons pas une thérapie ATM si les enfants ne sont pas matures au niveau squelettal. Alors, nous recommandons cela seulement pour des personnes qui souffrent de l'arthrite très symptomatique. Et on dit aussi que ça peut être indiqué pour ceux qui sont matures au niveau squelettal. Et les autres options? Alors, par le passé, il n'y avait pas d'études qui nous montraient si ces traitements étaient efficaces ou non, ou si ça touchait l'ATM. Mais heureusement, nous avons vu qu'on a arrêté de faire les injections parce que les injections ont causé des problèmes. Alors, nous avons arrêté de faire ça. Nous avons examiné les patients qui recevaient des traitements systémiques et on a fait une comparaison d'autres patients qui ont reçu des stéroïdes. Et on a vu qu'il y a eu des résultats qui étaient semblables. Alors, il y a eu 38 patients qui ont fait l'objet de cette étude et l'IRRM a montré qu'il y avait moins de problèmes et la croissance mandibulaire était donc pas aussi élevée.
Alors, d'autres options en thérapie, donc avec des attelles ou des appareils de contention. Bon, moi, j'ai travaillé au Danemark et en Europe, les appareils de contention, c'est ce que nous utilisons pour les patients avec ATM. Aussi parce que, bon, ils ont une situation différente avec l'assurance, tout le monde est couvert. Et bon, ça, c'est un problème pour les centres en Amérique du Nord. Bon, parce que le prix pour les attelles change de centre à centre. Alors, si on mettait une attelle avec un patient avec l'ATM avec seulement un côté touché, on voyait aussi s'il y avait donc une attelle de distraction. Alors, c'était une attelle qui se trouve sur les dents supérieures. Est-ce que ça fait ça donc nous donne un type d'anneau? Alors, ça nous force à relaxer la mâchoire. Et c'est pour ça qu'on croit que ça aide. Alors, on a fait le traitement pendant 57 mois et ils ont fait ensuite une tomographie et on a vu qu'en fait, il y avait beaucoup moins d'asymétrie. Alors, ça a beaucoup aidé pour ces patients avec l'ATM d'un côté. Alors, voilà cette attelle moins invasif que ce qui existait avant. Et des fois, on a donc quelques interférences avec la telle, mais il faut apporter la telle pendant 18 heures au moins par jour. Alors, il faudrait peut-être l'enlever seulement pendant quelques heures. Alors, il y avait d'autres attelles de stabilisation qu'on avait utilisées pendant 8 semaines. Il y avait beaucoup de dommages et de douleurs pour ces patients. Mais en fait, il y avait ensuite une réduction de douleur. Alors, c'était moins coûteux, au moins pour l'Europe, mais pas forcément ici en Amérique du Nord. Nous avons parlé des chirurgies. Alors, si vous avez une déformité de dernière étape, la chirurgie orthodontique ne se base pas sur l'apparence IRM. Alors, parce qu'il y a des patients qui ont des IRM horribles, mais ils ont une bonne fonction et bonne esthétique. Alors, il n'y a pas de raison de faire les opérations. Alors, l'opération, la chirurgie, c'est pour les problèmes fonctionnels ou si vous avez une mâchoire rétractée ou si vous voulez avoir une nouvelle placement, un nouveau placement de la mâchoire. Alors, vous avez donc la chirurgie orthodontique, ostéogénisme et reconstruction pour l'ATM. Alors, on peut utiliser l'os ou on utilise l'os de quelqu'un d'autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je ne peux rien dire qui n'est pas vrai. Mais alors, voilà les 3 options qui existent pour les chirurgies. Alors, qu'en est-il des résultats à long terme de l'ATM? C'est une chose qui peut développer plus tard dans la maladie. Alors, si vous ne l'avez pas et vous êtes diagnostiqué, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas développer l'arthrite. Il se peut que vous avez des déformités qui vont s'améliorer avec le temps. Alors, il pourrait y avoir quelques régénérations et l'amélioration est associée à moins d'activité de la maladie. Alors, si l'arthrite est bien contrôlée, alors ça veut dire que l'ATM serait mieux contrôlée. Et si vous avez une meilleure capacité d'ouverture de bouche, ça aussi, c'est associé à une amélioration à long terme. Nous devons examiner et voir le fait que la plupart de ces études, bien bon, tout cela s'est fait pré-biologique, il y a de nouvelles études qui nous montrent les données des patients qui ont été traités dans l'ère pré-biologique. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que ces études sont beaucoup mieux. Alors, il y a beaucoup de patients qui ont l'ATM, l'arthrite qui s'améliore, mais d'autres, c'est le contraire. Alors, c'est ce que les chirurgiens maxillofaciaux vont vous dire. Ils ne voient très peu de patients maintenant. Et il y a un déclin dans les chirurgies maxillofaciales à cause de ce fait. Alors, on fait de bonnes choses, mais on n'est pas arrivé encore là à la fin. Alors maintenant, je vais céder la parole parce qu'il y a un autre traitement possible, physiothérapie, mais moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est Julia qui va nous parler de cela. Alors, je vais m'arrêter là. Comme ça, Julia peut nous montrer sa présentation.
OK, alors je vais juste m'organiser. Okay. Oh, right, I forgot about that. Okay, I think we're just gonna try and. Uh-oh. Hold, please hold. Alors, attendez, s'il vous plaît. Because that's how it Oui. works. Je vais juste m'organiser. J'ai quelques petits pépins techniques. Okay. Interesting. Hmm. Oh. Sorry, team. Okay, well, I'm gonna try and do this. And OK, alors je vais juste essayer de partager mon écran avec vous. and sorry, you're gonna see all my slides because this is how it's going. Alors, vous allez voir toutes les diapositives. So I'm Julia. En tout cas, je m'appelle Julia. Bonjour. I wanted to say there, I've just kind of started delving into. Alors, je commence à me lancer dans ce monde dernièrement de l'arthrite juvénile. Il y a beaucoup de physiothérapeutes qui ont beaucoup d'expérience dans les traitements de l'ATM. Mais ce que j'ai trouvé en parlant avec ces personnes, les spécialistes, c'est que ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans le monde de l'arthrite avec l'ATM, surtout avec les patients juvéniles. Alors, la plupart des patients qu'on voit, c'est relié à des accidents d'auto. Alors, quand j'ai examiné tout cela, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de recherches spécifiques sur la physiothérapie pour les patients d'ATM. Alors, il y a beaucoup de praticiens qui ne sont pas certaines, ne savent pas comment traduire l'information pour la population. Alors voilà, on vous donne quelques astuces ici et j'espère que ça vous sera utile. Très bien. Alors, le traitement est semblable, mais pas le même que le physiothérapie qu'on utilisait pour les accidents d'auto ou des gens qui souffrent d'ATM ou l'arthrite ATM habituelle. Alors, il s'agit d'inflammation dans l'articulation. Alors, ça, c'est des fluides qui se trouvent dans l'articulation. Il y a aussi la couche de l'articulation. Alors, la synoviale, c'est comme une balle qui entoure l'articulation qui contient ce fluide qui devient de plus en plus épais et ensuite ça va toucher l'articulation. Et ça, c'est pas ce que nous voyons avec les patients qui ont des problèmes de l'ATM. Encore une fois, comme Marine a dit, dans les enfants, il y a des plaques ouvertes de croissance qui peut toucher la mâchoire. Objectif de la physiothérapie, c'est de réduire la douleur, améliorer le fonctionnement musculaire et le fonctionnement de la mâchoire, d'examiner des modifications d'activité et d'empêcher une perte de amplitude de mouvement qui est important dans l'interaction avec d'autres personnes et aussi l'amélioration des résultats. Le physiothérapeute n'est jamais fait tout seul pour un patient juvénile qui souffre de l'arthrite juvénile parce que nous savons que les médicaments biologiques vont faire la meilleure chose vis-à-vis des changements pour le patient. Alors, nous travaillons toujours main dans la main avec un traitement médical et des fois avec des attelles et d'autres professionnels. Et comme Marika vient de dire, il y a aussi un côté d'évaluation. Alors, il est difficile de vous montrer des exercices de l'ATM parce qu'il faut utiliser la bouche et de parler en même temps. Alors, je vais vous le dire, ensuite, je vais vous montrer. Alors, une des choses les plus importantes quand on examine les exercices de l'ATM, c'est d'encourager la mâchoire de bouger sur une ligne droite. Alors, il faut donc bien positionner
la langue en haut sur le palais de la bouche. Et comme vous voyez ici, la femme ici en bas à l'image. Alors, l'exercice que j'utilise avec les patients, c'est d'ouvrir et de fermer la bouche jusqu'à la limite, même si c'est 5-10 millimètres, avec la langue sur le palais de la bouche et de bien aligner les dents. Des fois, on peut utiliser un miroir. Alors, quand on a une déviation de la mâchoire, on arrête le mouvement. Comme ça, on n'encourage pas une tendance altérée de mouvement. Et ensuite, on reprend à la position comme ça, comme je vous montre maintenant. Alors, moi, j'ai pas une bonne ATM. Alors, peut-être c'est pas le meilleur exemple. Alors, l'autre chose pour les exercices de l'ATM, comme Marika a dit, donc c'est une articulation très petite et ça se fatigue rapidement. Alors, ce qu'on fait habituellement, c'est on recommande de faire plusieurs exercices à répétition fréquemment au cours de la journée. Alors, on peut faire ça donc dans les alentours des repas ou on peut le lier à une autre activité durant la journée. Alors, petit déjeuner, lunch, dîner ou durant la journée. Et de le faire régulièrement au cours de la journée. Ça semble être plus efficace pour le traitement de l'ATM. Deuxième chose, même concept, alors la langue est en bas et ensuite on bouge la langue de droite à gauche, comme ça. Alors, il y a des muscles qui sont à côté de la mâchoire qui peuvent être rigides quand il y a des altérations dans la mâchoire. Alors ici, avec l'exercice, on veut étirer ces muscles pour que la mâchoire puisse bouger facilement. On recommande également qu'on utilise, bon, par le passé, on avait parlé d'un bouchon de vin. Alors, mais on peut utiliser aussi un stylo ou un marqueur. Et ce qu'on fait, c'est on veut que les dents puissent être stables. Comme ça, on peut bouger à l'intérieur de la bouche, comme ça. Alors, on a la langue sur le palais. Et si vous n'avez pas donc un bouchon de bouteille de vin, bon, vous pouvez utiliser un stylo. Et aussi, il y a des patients qui sont de plus en plus à l'aise avec ces mouvements. En fait, je voulais dire qu'on veut que ces mouvements ne vous causent pas de douleur. Alors, on vous demande d'aller jusqu'à un point où ça ne vous donne pas de douleur. Ça, il se peut que c'est un petit mouvement et ça peut progresser avec le temps, avec l'aide des médicaments et avec les changements des muscles qui vont venir. Une fois que nous avons donc pu faire ces exercices d'amplitude de mouvement, on veut passer à la résistance. Il y a deux niveaux. Premièrement, des mouvements isométriques, c'est-à-dire qu'on met de la pression. Alors, on ne bouge pas, mais il y a une pression qui vient de deux côtés. Alors, on essaie d'ouvrir la mâchoire, mais la main va donc mettre une contre-pression pour que la mâchoire ne puisse pas ouvrir. Et c'est la mâchoire qui contrôle la pression. Et avec ça, on a toujours la langue au palais, sur le palais de la bouche, comme ça. Et ensuite, on relaxe. On peut le retenir pendant 5 à 10 secondes. Et ensuite, on peut rajouter cela aussi à l'exercice de droite à gauche avec vos mouvements latéraux. Vous pouvez faire ça avec un bouchon dans la bouche ou un stylo, comme ça. Et ensuite, on relaxe encore une fois. Alors ça serait la prochaine étape dans la progression. Et souvent, on ne s'arrête pas là à ces exercices pour rajouter les exercices isométriques. On fait ça ensemble pour voir comment les choses se passent. Troisième niveau, ensuite, c'est la résistance avec mouvement. Alors, on ferait la même chose. Alors, langue en haut du palais, on met un peu de pression ici. Et ensuite, ce qu'on fait, on permet à ce que la bouche puisse ouvrir. Alors, il y aura un peu de pression sur la mâchoire dans le mouvement, comme ça. And then same thing with the side to side. La même chose latéralement. Ce sont les exercices que vous pouvez faire à la maison. Je demande à mes patients de faire des massages intra-oraux, mais évidemment, les patients hésitent à le faire parce qu'ils ne sont pas vraiment à l'aise pour le faire, mais certains sont plus à l'aise en portant un gant.
mais il y a moins de mouvement sur le côté, donc c'est important de faire ce massage. Alors, c'est pas très agréable de faire ce massage-là et puis ça a l'air vraiment bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le pouce, on le met tout à fait à l'arrière, tout près de l'ouverture et on met de la pression à l'extérieur. Vous voyez, je le fais. Et ensuite, on fait un petit massage et on fait l'autre côté. Bon, excusez-moi, c'est pas bon en temps de COVID. Également, si vous ne voulez pas faire des massages intra-oraux, vous pouvez faire des massages à l'extérieur et vous pouvez aussi masser le long de la mâchoire. Bon, ce n'est pas toujours très agréable non plus, mais si ce n'est pas agréable, c'est bon signe. Parce que si on pense, ah, il faudrait que ce soit douloureux, non, mais c'est une douleur qu'on arrive à supporter quand même et ça permet de relâcher les muscles. Et comme dans tous les autres cas d'arthrite, il peut y avoir de la rigidité dans la mâchoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre une compresse chaude et puis vous avez aussi des compresses que vous pouvez mettre autour de la tête. Et puis, vous pouvez aussi mettre de la glace, cela dépend de vous. Mais moi, je sais que j'aime bien les compresses chaudes. Vous pouvez aussi prendre un gant de toilette, le mouiller, et puis ensuite le mettre au micro-ondes, et puis ensuite le mettre le long de la mâchoire. Alors, c'est bien d'avoir une compresse chaude, ça fait du bien. Évidemment, on ne peut pas parler d'ATM sans parler du cou. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement de l'ATM, évidemment, il y a des problèmes au cou. Alors, il y a de l'arthrite aussi dans le cou. Alors, il y a des exercices qu'on peut faire. C'est difficile à faire la démonstration. Alors, vous voyez ici une photo. Il y a un jeune homme qui est allongé et puis il est en train de rentrer le montant. Et donc, ça, c'est très important à ce moment-là parce qu'on sait que les muscles du cou sont très, très forts. Alors, et il faut quand même euh, travailler sur les fléchisseurs profonds du cou. Ça peut être utile. On peut aussi faire des étirements du cou. Également, on peut simplement corriger la posture. Ça aide. En gros, c'est ça pour les exercices. Maintenant, je vais aborder d'autres trucs et astuces. Alors, par exemple, lorsqu'on doit mastiquer, par exemple, la viande, on sait très bien que c'est difficile à mastiquer de la viande. Alors, essayez de découper la nourriture en petits morceaux. Ça, c'est beaucoup plus facile. On a moins à mâcher à ce moment-là. Alors, si par exemple, on doit ouvrir grand la bouche pour croquer dans une pomme, eh ben, il vaut mieux découper ça en petits morceaux, c'est beaucoup plus facile parce qu'à ce moment-là, on n'ouvre pas autant la bouche. Alors, certaines personnes se plaignent que euh, quelquefois la mâchoire fait mal. Alors, c'est bien de soutenir le menton lorsqu'on bâille ou qu'on éternue, simplement pour éviter un certain stress sur l'articulation. Donc, essayez de soutenir le menton lors de bâillements et d'éternuements. Évidemment, ce qu'il faut éviter, euh, alors on a parlé de mâcher de la gomme, ben, il vaut peut-être mieux euh, faire fondre un bonbon à l'amande dans la bouche, par exemple. Également, il faut éviter les aliments difficiles à mâcher, par exemple le caramel. Également, lorsqu'on serre la mâchoire, donc c'est difficile. Alors, par exemple, aussi lorsqu'on met la main comme ça, lorsqu'on regarde la télévision, on met la main au menton et puis ça cause un certain stress. Alors, j'ai mis aussi une diapositive pour les questions, mais on va y répondre un peu plus tard. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Julia. Ça, c'est une très bonne session.
parce que je regardais votre présentation, j'étais en train de faire des étirements, je faisais des petits massages, je me sens vraiment très bien. Alors, maintenant, on va pouvoir allumer les caméras et si vous avez une question à poser, eh bien, s'il vous plaît, indiquez-la dans la petite boîte de questions et réponses. Si vous avez une question précise au sujet des exercices ou encore si vous avez une question pour Émilie ou pour Marika, vous pouvez poser votre question. Alors, Émilie, est-ce que vous avez essayé ces exercices-là? Est-ce qu'il y a des exercices que vous avez aimés, que vous n'avez pas aimés? Dites-nous ce qu'il en est, Émilie. Moi, j'ai beaucoup aimé le massage de la mâchoire. Évidemment, j'ai beaucoup de tension dans la mâchoire parce que j'ai de l'arthrite de l'ATM. Alors, lorsque je tire sur la mâchoire, ça m'aide beaucoup. Et aussi, ça a l'air peut-être ridicule, c'est bien de faire des étirements faciaux. Ça, c'est bien. Et lorsque j'ouvre grand la bouche, j'essaie de faire bouger toute la mâchoire. Personnellement, c'est ce que j'aime faire. Est-ce que vous avez des conseils au sujet de la nourriture pour la découper en petits morceaux? Alors, par exemple, elle préfère boire un liquide avec une paille plutôt que directement à la bouteille. Oui, moi aussi, j'aime bien les bouteilles où il y a une paille aussi. Alors, ça, c'est très utile aussi. Alors, je mâche pas de la gomme. J'évite de mâcher la gomme, mais vous savez mieux que moi ce qu'il en est. Alors, ce n'est pas d'éviter les aliments qui sont durs à mâchouiller, mais il faut voir aussi ce qu'il en est de la cuisson, de la nourriture. Mais on sait aussi que certains jours, on se porte mieux que d'autres jours. Donc, faites attention les jours où ça va moins bien. Merci. Autre question, c'est quoi la différence entre les personnes qui ont une atteinte à l'ATM avec l'arthrite juvénile et les personnes qui ont de l'ATM sans arthrite juvénile? Alors, je vais commencer par Marinka. Très bonne question. L'ATM n'est pas vraiment euh, problématique. Et puis, en fait, bien souvent, euh, il n'y a pas de douleur, mais il y a les muscles autour de la mâchoire qui peuvent faire mal. Alors, c'est très difficile de faire la différence. Alors, si vous avez à l'IRM un disque qui n'est pas en bonne position, c'est difficile de voir si qu'il en est de l'inflammation parce que le disque qui n'est pas dans une bonne position peut créer à ce moment-là un dysfonctionnement et une inflammation. Alors, c'est très difficile de distinguer entre l'arthrite et, par exemple, un déplacement du disque. Et puis, on fait des études là-dessus et il y a un groupe ici à Edmonton qui s'intéresse à la question de voir ce qu'il en est de l'ATM pour l'arthrite juvénile et puis de voir aussi s'il y a un déplacement du disque, si cela est lié aussi de l'arthrite juvénile. Malheureusement, les filles ont plus de problèmes. Alors, par exemple, le claquement et le disque peut être un peu déplacé. Et nous avons aussi plus de filles qui sont atteintes d'arthrite juvénile. Ce n'est pas facile. C'est très difficile de différencier les jeunes filles qui ont des claquements et puis un déplacement de disque et celles qui ont aussi de l'arthrite juvénile. Alors, vous savez, il y a un ensemble de muscles qui existent. Et puis, quelquefois, c'est un muscle qui est en cause et qui ne touche pas nécessairement l'ATM.
Alors, par exemple, la patiente va dire, voilà, j'ai une douleur, ça va jusque dans la tête. Mais Julie, peut-être vous avez quelque chose à ajouter, Julia. Oui, c'est pas facile parce que nous sommes un centre tertiaire, on n'en a pas vraiment de problème, à moins qu'il y ait de l'arthrite. Bon, donc, nous n'avons que les cas d'ATM chez les personnes qui ont de la GI, parce que nous sommes un centre tertiaire. Parce qu'il y a des interventions qu'on peut faire, où on peut relaxer les muscles. Et puis, il y a une amélioration qu'on peut observer chez certains enfants. Et ce que je fais dans le cas de traitement, c'est de mettre l'accent sur la prévention et de réduire la douleur. Et une fois que le médicament prend effet, donc la douleur disparaît. Mais évidemment, les médicaments ne vont pas changer ce qui se passe avec l'ATM. Mais dans notre cas, on donne aussi des médicaments chez les enfants qu'on voit. Nous avons une autre question. On a parlé de fréquence d'ATM dans les cas d'arthrite juvénile. Mais est-ce qu'on peut avoir une dégénérescence? Notre fille a eu beaucoup de problèmes. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes dans la mâchoire? Et puis, est-ce que ça va affecter sa mâchoire? Je sais que vous en avez parlé. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a une dégénérescence de l'ATM pour une personne qui est atteinte d'arthrite juvénile? Alors, il y a des changements osseux et euh, qui va durer toute la vie. Oui, il y a des changements et on parle de dégénérescence. Et lorsqu'on avance en âge, il y a une dégénérescence. Et puis, peu importe l'âge que vous avez, si vous avez 8 ans ou 80 ans, il peut y avoir une dégénérescence. Si vous avez de l'arthrite active, la mâchoire peut être atteinte, même si vous n'aviez pas d'arthrite avant à la mâchoire. Donc, il faut écouter son corps, comme le dit Émilie. Vous savez ce qu'il en est. Si vous bâillez, par exemple, vous avez de la douleur ou si vous ne pouvez plus croquer dans une pomme. Alors, je me rappelle, une patiente est venue me voir en 89. Elle n'avait pas du tout d'ennui. Et puis, 3 mois plus tard, elle n'arrivait plus à croquer une pomme et elle n'avait pas de douleur. Et tout d'un coup, elle a eu de l'arthrite. Alors, on a découvert qu'elle avait de l'arthrite parce qu'elle n'arrivait pas à croquer dans une pomme. Donc, il faut vraiment écouter son corps. Et il n'y a pas beaucoup de signes, mais s'il y a des signes, par exemple, de ce genre, s'il vous plaît, il faut à tout prix communiquer avec le rhumatologue. Avec les jeunes enfants, on le sait que les enfants euh, n'aiment pas certaines nourritures ou encore ils ont des appareils orthodontiques. Alors, ils vont pas mâcher. Ben, vous savez, il y a peut-être certains signes. Par exemple, les enfants vont mettre quelque chose dans la bouche, mais ils ne vont pas mâcher. Alors, par exemple, certains enfants vont éviter de manger une crème glacée, par exemple, ou des glaçons parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche. Mais c'est difficile pour les jeunes enfants parce qu'il n'y a pas de douleur et ils ne peuvent pas dire que quelque chose ne va pas. Et Emily a déjà eu l'arthrite avant même l'âge de 6 ans où elle a reçu son diagnostic, mais elle ne le savait pas parce que les enfants s'adaptent
facilement. Alors, par exemple, ils vont plus croquer dans une pomme parce que c'est plus facile pour eux. Émilie, avez-vous quelque chose à ajouter? Je suis tout à fait d'accord. Vous ne savez pas comment vous exprimer quand vous êtes très jeune. Et par exemple, moi, je tenais mon crayon d'une certaine façon, mais j'avais de l'arthrite au poignet et donc je tenais mon crayon d'une certaine façon. Mais c'est difficile pour les enfants d'exprimer ce qui se passe. Et puis, je voulais surtout pas avoir des tests sanguins et autres. Évidemment, ça fait peur, alors je préférais ne pas me plaindre. J'ai aussi vu des enfants, bon, par exemple, qui ont des ennuis au cou et puis ils se tiennent la tête d'une drôle de façon. Et puis, c'est pas vraiment une question d'ennui avec le cou, mais c'est peut-être la mâchoire qui est en cause. Et bien souvent, euh, euh, on peut peut-être jouer à un jeu à la maison. Les parents, on peut euh, faire des jeux, par exemple. Surtout si vous savez que votre enfant a de l'arthrite, les déviations sont très subtiles. C'est difficile à les voir. Alors, pour arriver à les observer, il faut que je fasse un peu peur aux enfants pour qu'ils fassent la grimace. C'est très difficile à déceler. Également, l'ouverture de la bouche, évidemment, c'est qu'on utilise certains instruments cliniques. Mais la règle, c'est d'arriver à mettre 3 doigts dans la bouche. Évidemment, ce sont les doigts de l'enfant et non pas vos doigts. OK? Alors, l'enfant doit arriver à mettre 3 doigts dans sa bouche. Voilà, parce qu'à ce moment-là, c'est un bon test. Alors, l'enfant doit mettre 3 doigts dans la douche. Les siens, s'il vous plaît. Ça, c'est un test. Alors, ma première présentation, je parlais des mouvements latéraux et puis et et je me suis pas rendu compte que j'avais, heu, j'étais toute tordue quand je parlais. Alors ma fille a eu une tomodensitométrie à faisceau conique et à ce moment-là, on voit qu'il y a un aplatissement et une sclérose du condyle. Est-ce que c'est lié à de l'arthrite? Oh, ça pourrait l'être, en effet. L'aplatissement, on voit ça dans le cas d'arthrite, mais on ne sait pas s'il y a de l'arthrite active. Alors, on ne sait pas s'il y a une amélioration à l'image de la synovie. Alors, s'il y a un déplacement, alors la tomodensitométrie faisceau-conique sera semblable à ce que vous avez lorsque vous avez de l'arthrite. Alors, on a toujours besoin de l'IRM parce que cette tomodensitométrie, c'est bon pour voir ce qu'il en est de l'os. On peut mesurer les choses, mais ce n'est pas la technique idéale pour voir les changements actifs dans le cas de l'arthrite. C'est juste dans le cas de lésion que ça sert, cette tomodensitométrie. Alors, j'ai une autre question au sujet de la tomodensitométrie qui va montrer des lésions de l'articulation. Oui, on peut voir les lésions, mais on ne voit pas s'il y a de l'arthrite active. Alors, ces images-là, c'est qu'on arrive à voir son propre visage. Alors, Émilie a certainement vu ce qu'il en est. C'est qu'on voit tous les détails, on voit toute la mâchoire, on voit toutes les parties qui composent la mâchoire. Et on a besoin de ça, évidemment, quand on fait une chirurgie, parce qu'on a besoin au millimètre près tous ces détails.
Mais le disque, ce n'est pas un os. Alors, on ne sait pas s'il y a un déplacement du disque et on ne voit pas aussi de l'inflammation. Donc, on ne voit pas ce qu'il en est de la synovie. Alors, c'est bien pour voir s'il y a des changements, mais non pas s'il y a de l'arthrite active. Alors, Julia, vous pourrez peut-être répondre à l'autre question. Alors, quelqu'un dit qu'il y a eu un appareil orthodontique, on a eu des blocs, également des extenseurs de l'âge de 8 ans à 16 ans pour faire avancer la mâchoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans le cas d'ATM? Écoutez, et ça, c'est une question pour les dentistes. Alors, par exemple, s'il y a de la micrognathie ou de la rétrognathie, nous avons une clinique dans notre hôpital où il y a un orthodontiste et un chirurgien qui s'occupent de ces questions-là. Et il y a diverses options qui existent. Alors, ça peut être un appareil de contention. D'autres fois, il y a des solutions plus coûteuses. Donc, on a une bonne indication du stade de l'arthrite, si l'arthrite est active, quelle serait l'intervention, le traitement idéal. Donc, en orthodontie, on a de bons outils qu'on peut utiliser. Alors, par exemple, s'il y a de la micrognathie prononcée, il vaut mieux aller voir un chirurgien dentaire à ce moment-là. Peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses. Alors, je pense à Émilie, c'est que elle est dans, par exemple, il n'y a pas nécessairement de centre pédiatrique pour les soins dentaires. Alors, est-ce qu'il y a des ressources qui existent? Alors, qu'est-ce que les parents devraient demander à ce moment-là? Du point de vue physiothérapie. Et ensuite, Marinka pourra parler de la clinique d'AGI. Eh bien, cela varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Alors que ce soit à l'hôpital ou dans un centre, ça dépend aussi des assurances. Et il y a aussi des physiothérapeutes en pratique privée et qui se spécialisent dans ce type de dysfonctionnement. Mais évidemment, cela dépend aussi de leur expérience de la rhumatologie. Alors, par exemple, dire, je peux vous dire ce qu'on fait, mais elle n'avait pas de ressources à me donner plus précises dans le cas de l'arthrite de la TM. Alors, la physiothérapie, c'est quelque chose d'assez général. Alors, si vous avez une clinique où vous allez, vous pouvez poser la question s'il y a quelqu'un de plus spécialisé. Alors, il y a des spécialités qui sont aussi rattachées à certains physiothérapeutes. Il existe un registre, mais en tout cas, ils peuvent aussi communiquer avec l'équipe de soins. Nous sommes la seule clinique de l'arthrite d'ATM au Canada. Et ça a commencé quand je suis arrivée parce que moi, je suis vraiment spécialisée là-dedans. Alors, nous avons un dentiste, nous avons l'orthodontiste, nous avons un radiologiste, nous avons donc toutes les spécialités qui sont réunies. C'est un centre spécialisé où je travaille. Mais quelquefois, nous avons un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'orthodontistes et c'est difficile de les rejoindre. Alors, il y a une société d'orthodontie qui existe et je vais à leur réunion annuelle pour leur parler de l'arthrite, de l'ATM. Et puis, il y a des traitements qui existent et ces traitements doivent avoir lieu lorsqu'on a 8 ans à 16 ans parce que la mâchoire ne croît plus après un certain âge et le traitement ne fonctionne plus après. Et puis,
C'est difficile dans le cas de la bouche. Alors, il existe des traitements, mais moi, je suis en contact avec des collègues en rhumatologie. Alors, je peux communiquer par courriel avec mes collègues. Alors, je sais aussi que en rhumatologie, il y a des liens qui existent avec les chirurgiens maxillofaciaux et en Nouvelle-Écosse, c'est le cas aussi. Et puis, on partage nos ressources. Et en Amérique du Nord, nous avons aussi CARA, qui est un centre de recherche sur l'arthrite rhumatismale. Et puis, même les rhumatologues ne sont pas au courant de ce qui se passe avec l'ATM. Alors, moi, j'ai fait 8 années de spécialité dans le domaine de l'ATM. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde parce que certains rhumatologues ne sont pas nécessairement au courant. Ils vont faire une ouverture buccale, mais ils ne voient pas nécessairement ce qu'il en est parce que, comme Émilie l'a dit, la déviation n'est peut-être pas très visible. Et nous allons donner les ressources à Cassie and Friends sur le site Web et on va parler du type de traitement. Et puis à ce moment, les orthodontistes, les dentistes peuvent être au courant de ce qui se passe. Mais c'est toute une tâche de contacter tous les radiologistes. On a commencé par les radiologistes parce qu'on a de l'information à partir des radiologie. Et on essaie maintenant de contacter les orthodontistes et puis les dentistes. Mais vous avez au Danemark, ce qui se passe est extraordinaire. Mais ici, il y a aussi une question d'assurance. Et puis au Danemark, tout est couvert. Les assurances payent tout. Mais c'est la raison pour laquelle on a 60% d'impôts à payer à la fin de l'année, en tout cas. Et ce que je trouve chez Cassie and Friends, c'est qu'on a une interaction avec l'ensemble des cliniques et aussi avec les parents. Alors, si vous voyez des problèmes qui sont liés à l'orthodontie ou à l'accès de soins et tout ce qui touche la mâchoire, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Parce que lorsqu'on est en train de préparer les feuillets d'information, évidemment, on tient compte des problèmes que vous avez soulevés. Une autre question, comment est-ce que je sais s'il faut que j'emmène ma fille chez le dentiste ou chez l'orthodontiste? Alors, quand est-ce que je dois m'emmener ma fille chez le dentiste et quand est-ce qu'il faut que j'emmène ma fille chez le médecin? Alors, si vous avez des problèmes avec l'arthrite, allez voir le rhumatologue et le rhumatologue va décider s'il vaut mieux d'aller voir le dentiste ou le médecin. Moi, personnellement, si vous avez des ennuis avec la mâchoire, il vaut mieux aller voir le dentiste. Alors, quelquefois aussi, et certains patients vont bâiller, n'arrivent pas à refermer la mâchoire. Donc, il vaut mieux aller voir le rhumatologue et à ce moment-là, le rhumatologue pourra vous envoyer voir l'orthodontie ou le dentiste. Alors, certains dentistes qui sont vraiment à l'aise avec ce genre d'examen, d'autres vont vous envoyer aller voir un spécialiste maxillofacial. Et évidemment, on met le patient au centre des soins. Alors, c'est sûr que le spécialiste va envoyer le patient ou la patiente voir la personne qui donne le bon traitement. Alors, je suis sûre qu'Émilie a beaucoup d'expérience avec les rhumatologistes, les dentistes, les orthodontistes, les chirurgiens et tout le reste. Explanation of the treatment options for TMJ, but I Alors, thought merci maybe beaucoup pour l'explication, mais nous avons une autre question. Ça serait intéressant de voir, Emily, de votre point de vue. Bon, vous étiez
très jeune. Mais avec le temps, quelle était votre expérience d'être inclus dans les options de traitement, dans les conversations, pour parler des médicaments et ensuite pour discuter des chirurgies? Alors, c'était effrayant au début. Certainement, quand j'ai commencé à m'impliquer là-dedans, moi, j'étais l'enfant là, et les rhumatologues ou le chirurgien me posait une question, et moi, je regardais maman pour voir quelle était la réponse ou pour me dire qu'est-ce que que je devrais dire, mais il n'y a pas une bonne réponse. Il faut donc avoir un dialogue avec le professionnel. Et alors, pendant longtemps, je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. J'étais là, je hochais de la tête et je me disais, bon, je n'ai pas besoin d'une injection. Bon, c'est bien, c'est bon. Et ça me va alors. Mais petit à petit, bon, j'ai participé beaucoup plus et j'ai posé des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et quand j'ai eu ma première chirurgie, ils m'ont expliqué qu'est-ce qui allait se passer. Ils m'ont parlé de chaque étape. Ils m'ont expliqué à 5 reprises. Je leur ai posé la question, bah, comment est-ce qu'on va faire avec ça, ceci? Et ensuite, on avait parlé de différentes options de traitement. Et ensuite, j'ai dit, mais à long terme, comment est-ce que cela va avoir l'air? Bon, est-ce qu'on peut faire ceci? On peut combiner avec cela? Euh, alors, j'ai posé beaucoup de questions. Et écoutez, c'était intimidant au début, mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Et écoutez, ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Alors, si vous vous trouviez dans cette position maintenant où vous ne savez pas quoi faire, bon, écoutez, avec le temps, vous allez mieux comprendre parce que l'ATM, écoutez, ça, c'est une chose très particulière. Bon, il y a des termes très particuliers associés à tout cela et la personne, bon, les gens ne connaissent pas ce sujet. Alors, mais sachez que il n'y a pas une question stupide. Écoutez, les professionnels veulent que vous soyez à l'aise avec le traitement. Très bien, merci beaucoup. Moi, vous avez parlé d'articulation bizarre, alors moi, je vais penser à cela maintenant. Mais oui, c'est une articulation bizarre. Deux autres questions? Marika, je sais que vous avez beaucoup parlé de l'utilisation des stéroïdes et de ces études associées à l'utilisation. Alors, est-ce que vous voulez ajouter autre chose? La question portait sur quelle était la recherche récente sur les injections à l'articulation de la mâchoire. Bonne question. Alors, nous avons des lignes directrices qui sont faites par nos collègues américains et aussi, nos centres canadiens suivent ces traitements. Mais en fait, pour la première fois, l'année passée, nous avons eu une ligne directrice spécifique pour l'arthrite ATM. Et écoutez, ça, j'étais tellement contente parce que nous avons beaucoup travaillé pour avoir des lignes directrices sur l'arthrite ATM. Alors, les lignes directrices. Alors, on ne recommande pas pour quelqu'un qui est immature au niveau squelettal. Alors, pour les jeunes, on vous demande de ne pas le faire parce que ça va toucher la croissance. Mais nous ne le savons pas. Nous ne le savions pas avant. Mais et ça nous montre en fait qu'il y a, oui, ça aide avec les douleurs, mais c'est pas bon pour à long terme. Alors pour les jeunes patients, on vous demande de traiter avec des traitements systémiques, physiothérapie, peut-être des attelles, si vous êtes plus âgé. Et bon, on sait que la mâchoire, elle croît jusqu'à l'âge de 25 ans. Les jeunes filles, peut-être un petit peu avant. Les hommes sont plus retardés dans toutes les choses, comme on le sait. Bon, mais si vous êtes plus âgé et vous êtes mature, on vous dit oui, vous pouvez essayer les injections de stéroïdes et ça va pas toucher votre croissance. Il y a peut-être aussi, il va y avoir une formation hétérotopique et si vous avez plusieurs injections, ça peut être un des effets secondaires. Il y a bon une incertitude aussi quant à l'injection dans l'articulation parce on n'avait pas mené une étude avant de mettre une aiguille là sans substance, sans stéroïde. Parce que des fois, on passe par le disque parce que c'est une petite articulation. Et quand on a l'aiguille là qui est dans cette petite articulation, bon, on sait qu'il faut le faire en suivant les guides de tomographie. Et ensuite, c'est très difficile en fait de ne pas toucher le disque ou même les tissus qui sont dans les alentours. Alors, il se peut que vous allez avoir une réponse inflammatoire à cause de l'injection. C'est pour ça que c'est difficile. Mais pour l'instant, on dit il faut être prudent avec les injections. Très bien, merci beaucoup. Alors, on sait que les jeunes grandissent
deviennent des adultes comme Emily et ensuite on passe des soins pédiatriques et ensuite ils vont trouver un rhumatologue fantastique qui vont faire des examinations complètes. Alors, quelle est la probabilité que l'enfant développe l'arthrite dans la mâchoire durant adulte? La question à ajouter, bon, dans les enfants où c'est assez, où c'est pas vu ou c'est pas repéré, qu'est-ce qu'on devrait faire pour les jeunes adultes qui sont non, qui sont plus dans les soins pédiatriques et maintenant on se passe aux soins adultes? Bonne question, mais j'ai pas la réponse parce que malheureusement, l'ATM est, bon, ignoré par la plupart des rhumatologues. Habituellement, on examine les mains et les pieds. Et on a beaucoup de difficultés avec les jeunes parce que habituellement, il faut examiner à beaucoup plus d'articulations que les gens plus âgés. Alors, on essaie de sensibiliser les gens pour dire aux collègues, écoutez, l'ATM peut euh, être problématique, mais on sait que les patients, les plus âgés ont déjà l'arthrite dans la mâchoire, mais en fait, on peut développer ces problèmes, surtout quand on est adulte. Alors, je dirais la même chose. Alors, si vous avez des symptômes, même si ce sont des symptômes qui ne sont pas euh, très visibles, il se peut que vous puissiez faire votre propre examination de l'ouverture de la bouche pour examiner la situation. Et si il n'y a pas de vous pouvez aller à votre fournisseur pour dire à votre fournisseur que vous avez des problèmes de l'ATM. Et ensuite, ils vont vous faire des imageries. Et c'est juste qu'écoutez, c'est pas une chose qui est sur leur radar. Alors, il faut améliorer quant à la sensibilisation pour expliquer aux gens que l'ATM peut toujours être problématique, même quand on est plus âgé. Et qu'en est-il pour les soins physiothérapeutes? Devrions-nous examiner quelque chose de spécial? Quelqu'un avec une expertise de la mâchoire? Comment fait-on? Alors, ça varie de province à province, certainement, mais en Alberta, ce que la province offre est vraiment, bon, très peu. La plupart se fait par le biais de soins privés. Et je dirais donc c'est mieux pour les adultes parce que la plupart des physiothérapeutes traitent les adultes et on examine beaucoup de problèmes pour l'ATM chez les adultes. Peut-être ils ne savent pas trop pour du côté inflammatoire, mais pour l'anatomie ou l'adulte, ils seront plus à l'aise avec cela. Alors, ça serait mieux d'aller avoir un spécialiste ATM et certainement, il y a quelqu'un qui spécialise dans ce domaine dans chaque ville ou il y en a plusieurs certainement. Et cette personne va pouvoir vous aider avec cela. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons répondu à toutes les questions. Alors, je vais vous mettre sur la sellette encore une fois et de vous poser la question encore une fois. Pour ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez ou qu'est-ce qu'on devrait donc retenir de cette session? Quelque chose qu'on peut faire dans les cliniques ou à la maison ou Emily, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous? Bon, commençons avec Julia. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout cela? Bon, si on a l'arthrite juvénile, il faut faire attention à la mâchoire parce que c'est sous-diagnostiqué. On ne veut pas rater les problèmes et on a eu des patients qui ont des bonnes articulations et une fois on examine tout cela, on voit qu'il y a des problèmes. Alors, il ne faut pas oublier cette articulation. Il faut poser les bonnes questions, certainement si on s'inquiète. Marinka? Oui, contactez votre rhumatologue si jamais vous avez des problèmes avec la mâchoire. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est la leçon tirée de cette session. C'est asymptomatique, alors c'est très difficile à repérer. Alors, parlez-y avec votre rhumatologue et dites-leur que, bon, vous avez des problèmes ou non, et comme ça, la professionnelle est au courant. Alors, si jamais vous avez un autre rhumatologue, euh, certainement, toutes ces informations seront dans votre dossier parce que on fait les mêmes examinations. On peut même demander à ce qu'on fasse une examination d'ouverture de la bouche. Comme ça, on a tout cela documenté.
Alors, si tout cela est documenté dans le dossier, au moins, bon, tout est disponible de façon électronique pour tous les professionnels. Alors, je dirais de mentionner le fait que vous avez des problèmes à la mâchoire pour votre prochaine visite. Alors, Emily, vous avez la dernière question là. Alors, je suis d'accord avec Julia et Marinka. Alors, il faut tout simplement prendre note de cela parce que c'est une articulation qu'on peut souvent oublier. Pour moi, même quand je bois d'un verre, je peux ressentir des problèmes avec l'articulation. Alors, j'ai utilisé des pailles. Et aussi, je dirais que si vous voyez qu'il y a un problème, c'est à vous de faire quelque chose. C'est pas comme si le rhumatologue peut automatiquement voir quelque chose de loin. Alors, il faudrait en parler. Et sinon, vous allez donc avoir plus de problèmes à long terme. Mais pour les jeunes, ce que je dirais plus particulièrement, c'est qu'il faut utiliser des outils comme Cassie and Friends et la société et de parler avec des gens qui subissent les mêmes choses que vous, parce que c'est la même chose comme l'AIJ. Je vous garantis que quand vous rencontrez un autre enfant à un événement ou, bon, vous allez voir que vous allez bien aimer les outils qui sont disponibles. Alors, comme ça, vous pouvez parler avec ceux qui ont ces mêmes expériences et ça peut avoir un impact sur vous et ça peut même changer votre vie en rencontrant ces gens qui souffrent de la même chose que vous. C'est bien de savoir qu'il y a des gens qui passent par cette même chose que vous. Mes amis et moi, on est tous à cette étape on s'apprête à avoir à la chirurgie et, et ensuite, bon, il y a toute une vague de personnes qui vont avoir la chirurgie, les chirurgies bientôt et ensuite les autres qui vont les avoir plus tard. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois de partager avec nous vos expertises, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci beaucoup d'être là parce que vous avez tout à fait, Emily. Parce que quand on est entouré des gens qui comprennent ça, en fait, peut changer la vie. Alors, merci beaucoup. Je vais juste partager mon écran avec vous pour vous donner des mots de clôture. Je sais que c'est très tard côté Est, sur la côte Est, en Nouvelle-Écosse, par exemple. Donnez-moi une seconde, je vais juste m'organiser. Voilà. Merci beaucoup aux commanditaires. Vous les voyez ici à l'écran. Mais je voulais juste encore une fois dire qu'on est très fiers d'avoir nos commanditaires, la Société d'arthrite, et de pouvoir travailler avec tout le monde pour s'assurer que les besoins sont traités. Et bon, on veut travailler ensemble de cette façon. Alors, nous encourageons tout le monde ici au webinaire de garder contact avec nous. Dites-nous quelles sont vos expériences et si jamais il y a d'autres sessions que vous voulez voir. On est en train de s'organiser pour notre prochaine série de webinaires. Et si vous avez une idée ou vous croyez qu'il y a quelque chose qui vous a touché, qui pourrait être utile pour les autres, dites-nous. Et aussi, on veut toujours avoir des bénévoles, des ambassadeurs, parents, jeunes qui veulent s'impliquer au niveau des centres locaux et aussi de vous joindre à nous pour nos événements. Alors, on espère que vous allez vous connecter. Alors, n'oubliez pas, nous avons un groupe sur Facebook. Si vous n'êtes pas membre, j'ai vu qu'il y avait plusieurs membres du groupe Facebook ici avec nous aujourd'hui. Et tout le monde là est tellement encourageant. Les gens ont beaucoup d'expérience à partager avec nous. Vu qu'on est là avec la rentrée à l'école, bon, on a beaucoup d'astuces à vous offrir. Et finalement, on vous encourage fortement, si vous pouvez le faire, de faire un don monétaire ou un don avec votre temps en tant que bénévole. Alors, nous sommes une organisation à but non lucratif et puis on a des commanditaires, oui, mais on dépend des gens qui nous aident. Comme ça, on peut continuer avec notre travail partout au Canada. Alors, sur ce, merci beaucoup. Je vous souhaite tous une belle soirée et vous allez voir à l'enregistrement de la séance et le sondage post-séance pour votre rétroaction. Merci beaucoup. Au revoir.